Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Myria Asset Management. Le mois de mars 2025 a été marqué par plusieurs événements importants, entre les revirements de l'administration de Trump, les nouvelles menaces de droits de douane et un climat géopolitique toujours sous tension. Les marchés ont fortement été secoués, en particulier aux États-Unis. Et à l'inverse, l'Europe semble suivre un cap le plus lisible, porté par une politique monétaire claire et un plan d'investissement historique dans la défense et les infrastructures, qui redessine progressivement les équilibres économiques. Aujourd'hui, nos experts de chez Myria AM reviennent sur les faits marquants du mois de mars pour analyser leurs influences sur les marchés et sur leur stratégie d'investissement. J'accueille sans plus attendre Denis Canfou, gérant diversifié chez Myria AM. Bonjour Denis. Bonjour Angelina. Face aux événements du mois de mars, le scénario central de Myria a-t-il évolué ? Oui, notre scénario central prend plus en compte l'évolution de la situation aux États-Unis, mais plus encore en Europe. La croissance mondiale se stabilise autour de 2,85, avec une dynamique plus forte dans les pays émergents par rapport aux économies développées. En Europe, un vent de renouveau souffle sur la zone euro où les États membres semblent converger vers des projets communs en réponse aux tensions avec les États-Unis. Les perspectives économiques s'y améliorent, soutenues par l'augmentation des investissements dans la défense et les infrastructures, notamment en Allemagne, avec un impact attendu à partir de 2026. L'inflation poursuit sa baisse. Le CPI reste légèrement au-dessus de l'objectif de la BCE, mais les anticipations s'ancrent toujours autour des 2%. Toutefois, l'inflation sous-jacente demeure au-delà de la cible fixée par la Banque centrale. Cette tendance devrait se poursuivre, favorisant un regain économique dans la région. En 2025, de nouvelles baisses des taux directeurs amèneront le taux de dépôt à 2%. Aux États-Unis, malgré un ralentissement, l'économie résiste sous la présidence de Donald Trump, avec une croissance révisée à 1,9% en 2025. Si la nouvelle administration adopte une approche pragmatique sur les droits de douane, l'économie devrait rester résiliente, avec un marché de l'emploi solide et un faible taux de chômage. Le CPI diminue progressivement, mais l'inflation sous-jacente reste au-dessus de l'objectif. L'inflation globale est encore 0,8% au-dessus du seuil cible, avec des prévisions à 2,2. Toutefois, la mise en place des nouveaux droits de douane par l'administration Trump pourrait raviver les tensions inflationnistes. La solidité de l'économie américaine limite l'ampleur des assouplissements monétaires de la Fed, réduisant les attentes de baisse des taux. Le scénario d'un soft landing reste envisageable, mais les risques deviennent plus élevés. Et en termes d'allocation d'actifs, comment êtes-vous investi ? Dans ce contexte d'incertitude, le mois de mars a vu la volatilité se renforcer pour atteindre 20,6%, soit une hausse de près de 9%. Face à cette situation et compte tenu de notre positionnement, le comité d'allocation de Myria Asset Management a peu ajusté son exposition. On est toujours surexposé aux actions européennes, les perspectives économiques s'améliorent, portées par l'augmentation des dépenses de défense et d'infrastructure. Nous restons sous-pondérés sur les actions américaines. L'économie montre des signes de fragilité affectés par l'incertitude liée aux droits de douane, à l'immigration et aux politiques économiques. Ce climat pèse sur les entreprises et les investisseurs, entraînant un ralentissement plus marqué que prévu. La hausse des prix dus aux droits de douane pourrait raviver l'inflation, incitant la Banque fédérale à stopper prématurément ses baisses de taux. Nous sommes également sous-exposés aux actions japonaises. La Banque du Japon pourrait relever progressivement ses taux directeurs de moins 1% en 2025, portés par la croissance économique. Ça veut dire qu'un yen plus fort et des droits de douane américains peuvent être pénalisants pour les entreprises nippones. Quant aux marchés émergents, nous restons également prudents car leur économie pourrait être impactée par les mesures protectionnistes. Enfin, notre positionnement sur le crédit demeure inchangé, neutre sur le crédit investment grade, positif sur le high yield et sur la dette émergente en devise forte. Merci beaucoup Denis. De rien. J'accueille maintenant Pierre Bismuth, directeur général et gérant diversifié chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Angelina. Pierre, on a vu récemment que les droits de douane ont pesé sur les échanges commerciaux. Concrètement, comment cela influence-t-il aujourd'hui les taux d'intérêt ? En effet, ce sont surtout les taux américains qui ont au départ été largement influencés par la rhétorique des droits de douane, ou devrais-je dire, la dernière salve annoncée par Donald Trump avec notamment le concept de droits de douane réciproques. Il faut peut-être s'attarder sur ce concept de droits de douane réciproques. C'est taxer autant les produits qui entrent aux États-Unis que ceux qui entrent dans les pays qui les reçoivent. Et ce peut être très grave pour le commerce mondial puisque normalement, le protectionnisme est utilisé pour préserver certaines industries domestiques, pas pour ralentir le commerce mondial tout en faisant monter les prix. Sans surprise, les taux à long terme ont baissé violemment par un réflexe pavlovien de fuite vers la qualité, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est la pente de la courbe des taux, et il s'avère qu'elle est à nouveau négative sur la partie allant du jour le jour aux 3 ans, ce qui signifie que le marché n'écarte plus la possibilité d'une récession. C'est encore plus le cas après les annonces de Donald Trump cette nuit.
Ce n'est qu'à partir de la fin mars que les taux longs ont commencé à baisser en zone euro à mesure qu'on s'approchait du Liberation Day, mais la BCE, elle, poursuit sa politique de baisse de ses taux directeurs, ce qui peut altérer l'analyse du mouvement. Et côté devises, quelles sont les grandes tendances que tu observes en ce moment? Le fait marquant du mois de mars a été clairement la baisse d'environ 4% du dollar et du yen contre l'euro, dont la politique économique est finalement jugée très lisible par les investisseurs. Ainsi, outre-Atlantique, les opérateurs semblent être vent debout contre la politique conduite par la nouvelle administration, comme le montre le comportement délétère des marchés actions également. Le Japon a une économie très exportatrice et c'est donc sans surprise que la devise nippone est fortement attaquée tant l'incertitude que font peser les nouveaux droits de douane est forte. On observe aussi un retour du risque dans certains marchés émergents, comme l'Argentine ou la Turquie. Quel est ton regard sur cette situation? Décidément, et pour ma plus grande satisfaction, tant je pense que les marchés financiers sont de vrais contre-pouvoirs, les régimes illibéraux ou autocratiques passent de sales quarts d'heure actuellement. En Turquie, l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant au président Erdogan, a amplifié la crise politique et économique que subit la Turquie, ce qui a largement pesé sur la lire turque, qui a perdu près de 8% sur le mois de mars, et plus de 80% sur 5 ans par rapport à l'euro. Concernant l'Argentine, les taux des emprunts d'État en dollars américains se tendent, notamment depuis que le président Milei a été accusé de promouvoir une crypto-monnaie fondée sur du vent, alors même que l'Argentine voit sa notation de crédit s'améliorer. Dans ce contexte, est-ce que vous privilégiez davantage le portage en devises fortes ou est-ce qu'il reste des opportunités à capter du côté des devises émergentes? De mon point de vue, la volatilité des devises émergentes du fait de l'incertitude créée de toutes pièces par la politique erratique de Donald Trump et plus globalement par les divers conflits de par le monde fait qu'il est très difficile pour la gestion des fonds multi-actifs de Miriam Asset Management d'aller s'aventurer sur des stratégies aussi éloignées de nos indices de référence. Aussi, nous sommes toujours très à l'aise avec les obligations émergentes en devises dures, notamment lorsque celles-ci sont émises par des émetteurs de qualité situés dans des pays dont la notation de crédit peut être rebutante. Le portage de la catégorie investissement ressort à plus de 230 points de base, tandis que celui de la catégorie à haut rendement procure 200 points de base supplémentaires par rapport au taux sans risque. Et si on se projette un peu, penses-tu que cette vague protectionniste va s'inscrire dans la durée et va continuer d'impacter les flux économiques mondiaux? Force est de constater que les forces politiques illibérales sont très populaires depuis une dizaine d'années. Pour preuve, il n'y a qu'à regarder quels leaders ont pris la défense de Marine Le Pen lorsque son inéligibilité a été prononcée par le tribunal le 31 mars dernier. Viktor Orban, allié objectif au sein de l'UE de Vladimir Poutine, qui a déploré une violation des normes démocratiques, Jair Bolsonaro ou Donald Trump. Et 3 des 4 précités sont actuellement au pouvoir dans leur pays. En réalité, tous les pays développés font face à une crise sociale provoquée par la mondialisation des échanges commerciaux sous l'égide de l'OMC, avec la spécialisation de certaines économies qui ont contraint les pays riches à délaisser les emplois de main-d'œuvre. Ces transferts d'activité ont permis l'élévation rapide du niveau de vie dans les pays émergents au prix d'un creusement des inégalités dans les pays développés. Ce sont donc les travailleurs pauvres ou plus globalement celles et ceux qui ont le sentiment d'être déclassés qui votent pour les partis populistes qui font campagne sur des politiques ouvertement protectionnistes ou de repli identitaire. Pour répondre directement à ta question, je pense que lutter contre cette vague constitue une gageure pour les partis de gouvernement et que seule l'éducation permettra de la contrer. Mais pour le moment, il va falloir prendre notre mal en patience et prendre ces politiques comme une donnée importante dans notre scénario économique et de marché. Merci beaucoup Pierre. Merci Angelina. J'accueille maintenant Nicolas Brice, fondateur de River 31 et conseiller du fonds Hudson Blue Chips. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. Ce mois-ci, la volatilité des marchés et notamment des valeurs technologiques a attiré beaucoup d'attention. Pourquoi ces actions réagissent-elles aussi fortement aux nouvelles économiques? Est-ce un ajustement temporaire ou bien un signe de changement plus profond dans ce secteur? Tu as raison, le mois de mars s'est avéré difficile pour les marchés actions américains. Ceux-ci ont été pénalisés par les incertitudes sur le commerce international et la chute des valeurs de technologie. Ainsi, le tracker MAGS, qui suit la performance des fameux Magnificent Seven, chute de plus de 10%. De manière générale, les investisseurs détestent les incertitudes. Il me semble donc logique que les marchés corrigent après 2 années de bonne performance. Les tensions géopolitiques ont notamment eu une répercussion très négative sur les valeurs exportatrices, ainsi que sur l'industrie du tourisme, si bien que le secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis a perdu plus de 8%. Globalement, je classerai les valeurs les plus pénalisées en 3 groupes. En premier, les sociétés les plus exposées au commerce international, comme Nike, qui perd plus de 20%, mais également des sociétés comme LVMH, Pernod Ricard et Canadian Pacific. Deuxièmement, les titres liés au secteur du tourisme, notamment les compagnies aériennes et les groupes d'hôtellerie.
Enfin, les valeurs technologiques ont vu leur cours baisser de 5,4% pour Microsoft à 22,1% pour HP Enterprise, qui a publié des résultats décevants en début de mois. A l'inverse, les secteurs plus défensifs tels que la santé et la consommation courante ont, comme souvent dans ce genre d'environnement, largement surperformé. D'après moi, nous n'assistons donc pas à un changement structurel, mais plutôt à une réaction naturelle des marchés face à une incertitude accrue. Le constructeur BYD gagne en visibilité à l'échelle mondiale et devient un sérieux concurrent de Tesla. Comment cela pourrait-il affecter les investissements dans l'automobile et dans la technologie ? Alors effectivement, l'industrie automobile est en pleine mutation, perturbée par une transition technologique majeure qui permet l'émergence de nouveaux leaders mondiaux, comme le chinois BYD. La guerre commerciale dans ce secteur en est probablement une conséquence directe. Après avoir été un grand gagnant de cette transition technologique, Tesla semble aujourd'hui fragilisé et a d'ailleurs annoncé des immatriculations en fort recul au premier trimestre. Dans ce contexte, il nous semble très difficile d'obtenir de la visibilité et nous préférons éviter les constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Sur ce secteur, nous privilégions plutôt certaines sociétés comme AutoZone et Copart qui pourraient profiter des droits de douane annoncés. Le premier est un distributeur de pièces détachées pour la réparation et l'entretien de véhicules et le second une plateforme de mise aux enchères de véhicules endommagés. Ces deux sociétés devraient effectivement bénéficier d'une flotte automobile plus âgée et d'un prix plus élevé des véhicules d'occasion. Au mois de mars, les deux titres progressent ainsi de 9,2 et 3,3% respectivement. Cette volatilité des marchés change-t-elle ta stratégie d'investissement, surtout dans les secteurs à forte croissance comme la technologie ? Pour rappel, la stratégie d'investissement du fonds Hudson Blue Chips est de constituer un portefeuille diversifié de sociétés de qualité. Elle nous semble particulièrement pertinente dans cet environnement incertain. Dans ce contexte, nous ne cherchons pas à augmenter nos investissements en technologie, mais plutôt à réduire le risque en renforçant certaines industries plus défensives. Par exemple, la consommation courante avec PepsiCo, mais également la santé. Dans ce secteur, nous avons augmenté notre position dans Novo Nordisk, qui se traite aujourd'hui à des multiples au plus bas depuis 10 ans. Nous avons également initié une nouvelle position dans Thermo Fisher Scientific, un leader des produits et services à destination des laboratoires pharmaceutiques et des centres de recherche. Le groupe opère 4 divisions et est notamment un des plus grands sous-traitants pour la fabrication de médicaments, ainsi qu'un des leaders de la recherche externalisée. Les services et les consommables représentent 83% des chiffres d'affaires et les instruments seulement 17%. Sur le long terme, les ventes progressent de 7 à 9% par an. Mais depuis 3 ans, nous avons assisté à une phase de normalisation post-Covid. Il semble que cette normalisation touche à sa fin et la croissance est repartie au dernier trimestre 2024. Les marges opérationnelles sont supérieures à 20% et le retour sur capitaux employés élevé. Le titre n'a pas beaucoup évolué depuis presque 4 ans et l'envolée due au Covid. Il se traite aujourd'hui environ 20 fois les résultats 2025 pour un business model de très grande qualité. Pour résumer, la stratégie d'investissement ne change pas, mais notre recherche de résilience nous amène à privilégier aujourd'hui des sociétés et des secteurs plus défensifs. Merci beaucoup Nicolas. Merci Angelina. J'accueille désormais Nicolas Budin, responsable de la gestion action chez Myria AM. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. L'Allemagne a lancé un plan exceptionnel de 500 milliards d'euros pour renforcer sa défense, mais ce mouvement ne concerne pas uniquement l'Allemagne. Aujourd'hui, toute l'Europe semble contrainte de reprendre le contrôle de sa souveraineté, que ce soit sur le plan militaire, industriel ou énergétique. Est-ce que tu considères que cette dynamique marque un tournant pour l'Europe et quelles peuvent être les conséquences pour les investisseurs ? Il est un peu tôt pour le dire, car il faut reconnaître que depuis le début de l'année, c'est ce qu'on observe. Et on voit que les États-Unis, qui ont pour habitude d'être un moteur mondial de l'économie, aujourd'hui, cette dynamique, elle est remise en question. Et donc, en effet, la question peut se poser. Mois après mois, les marchés révisent à la baisse leurs attentes économiques sur les États-Unis et ils les remontent pour l'Europe. Alors, tu l'as dit, l'Allemagne en particulier joue un rôle moteur grâce aux nouvelles orientations politiques impulsées par le gouvernement de Friedrich Merz. Mais la dynamique est plus large et concerne l'ensemble du continent. En fait, les milieux économiques et les marchés qui en sont le reflet ont une horreur de l'incertitude. Et actuellement, celle-ci vient plutôt des États-Unis et l'Europe, une fois n'est pas coutume, apparaît comme résiliente et plus stable. On le voit sur les performances. Les marchés actions européens continuent de surprendre. Alors, ils ont progressé fortement en janvier et en février. Certes, ils ont baissé au mois de mars, mais ce coup de frein n'efface pas la performance impressionnante de ces marchés qui, depuis janvier, surperforment nettement leurs homologues américains avec une surperformance donc de plus de 10% et même qui atteint 16% si on pense au Nasdaq. Et dans ce contexte, comment les valeurs de défense se sont-elles comportées et plus largement celles liées à la souveraineté européenne ? Eh bien, en mars, le secteur de la défense en Europe a progressé nettement et il a largement surperformé du coup les marchés puisque le Stoxx Europe Aerospace and Defense augmente 12% sur le mois. On est à 45% sur le trimestre, donc depuis le début de l'année. Et il y a vraiment des raisons en effet très concrètes et objectives pour cela. Donc,
Reparlons un tout petit peu de l'Allemagne, car c'est quand même le sujet. L'Allemagne a convenu que les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB seraient exemptées de la limite de déficit. Ils ont fait sauter ce verrou, si l'on peut dire, ouvrant la voie à des dépenses donc plus élevées et puis plus durables. On a aussi des mesures annoncées par l'Allemagne toujours, qui suggèrent que les budgets de défense européens, donc Allemagne et Europe, pourraient croître à un taux plus élevé. On a fait sauter, c'est pas un verrou, mais on devait atteindre au niveau de l'OTAN 2% du PIB. Là, on dépassera les 3% probablement pour l'ensemble des pays, et au moins jusqu'en 2035, donc avec une visibilité assez longue. De plus, les gouvernements européens réévaluent leurs dépenses historiques à l'égard des équipements militaires américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, à travers son plan Rearm Europe, a décidé que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie seraient exclus de ce fonds de défense de 150 milliards d'euros. Alors ça va évidemment jouer un rôle important pour l'industrie européenne, et on parle d'une augmentation de 80% des commandes auprès des entreprises européennes de l'armement. Ce cycle de réarmement sur une décennie devrait entraîner une croissance des bénéfices à moyen terme pour le secteur de la défense européen ou européenne à un niveau sans précédent depuis les 30 dernières années. Ensuite, comme tu le dis, et tu as raison, ça ne se limite pas à la défense. Le mouvement est bien plus large et il y a de nombreux secteurs dans lesquels nous pouvons trouver des entreprises qui devraient bénéficier de cette tendance et de cette nécessité face à laquelle l'Europe se trouve de renforcer son autonomie. On pense à l'énergie, on pense aux sociétés de services publics, on pense à de nombreuses sociétés dans des secteurs industriels, chimiques, la construction, etc. Avec le renforcement des droits de douane, certains secteurs sont directement touchés. Lesquels selon toi ? Bon, alors celui qui revient le plus naturellement à l'esprit, c'est l'automobile et ses composants. On le voit avec les dernières annonces qui touchent en particulier les entreprises allemandes, mais pas que. Donc on pense à Porsche, à Stellantis, à Volkswagen, qui seront les plus directement touchées parce que celles qui ont le moins de production locale aux États-Unis. Mais bon, ça concerne également Mercedes, BMW. Peut-être une Française s'en sort un peu son épingle du jeu. Renault, qui n'a aucune exposition aux États-Unis, à travers son investissement chez Nissan, oui, mais en tout cas en direct, non. Et donc qui est une forme de couverture naturelle si on ressent le besoin d'être investi sur le secteur actuellement. Il y a d'autres secteurs, il y a le luxe, les vins et spiritueux, les secteurs un petit peu made in France ou made in Italy. C'est évidemment pas trop aujourd'hui ce qui est privilégié aux États-Unis, en particulier avec les droits de douane. Donc on a des menaces sur les exportations de cognac, champagne, les produits, divers produits manufacturés du luxe. Et puis, il y a l'aéronautique, c'est un peu moins lisible. C'est le deuxième marché pour les exportations françaises, avec des fleurons d'industrie française et européenne. Airbus, Safran, Thales. Mais bon, à la fois, ils ont des usines locales aux États-Unis et à la fois, ils sont vraiment portés par la dynamique sur l'industrie de la défense. En particulier, on peut penser à Thales. Ensuite, il y a des choses beaucoup moins lisibles, des conséquences transversales, tout ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement. Là, il y aura des perturbations probablement importantes dans les secteurs industriels du fait de l'automobile et de l'énergie, également dans le secteur agricole. Et puis, ce que l'on ne sait pas encore, c'est les réactions qu'il y aura de par l'Union européenne, avec des mesures de rétorsion potentielles. On parle de taxes sur les digitaux, sur les GAFAM. On verra ce qui se passera à ce niveau-là. Et concrètement, comment cela se traduit-il dans vos portefeuilles chez Myria ? Est-ce que vous avez dû ajuster certains titres ou rééquilibrer certaines positions ? Oui, évidemment, on s'adapte au contexte. Sur la question spécifique du réarmement de l'Europe, nous sommes exposés à certains acteurs majeurs comme Thales sur UFF Action France ou le groupe suédois Saab sur UFF Dynastie Familiale et avons fortement renforcé Airbus et Safran sur UFF Action France et UFF Privilège. Sur les sujets liés aux droits de douane, logiquement, depuis plusieurs mois, on a eu tendance à réduire les spiritueux. On pense à Pernod Ricard, que l'on a fortement réduit. Également l'automobile. On a peu d'investissements sur l'automobile aujourd'hui. Et puis, on avait pris en amont des prises de bénéfices sur le secteur du luxe. On a totalement sorti Kering de UFF Action France. On a pris quelques bénéfices sur Hermès et autres. À noter que UFF Dynastie Familiale a connu une OPA au cours du mois dans le secteur de l'assurance avec Grupo Catalana Occidente, qui est le leader européen de l'assurance crédit. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Angelina. C'est la fin de notre podcast. Ce mois a été marqué par des enjeux économiques et géopolitiques importants, de l'impact des droits de douane aux investissements massifs dans la défense européenne, sans oublier la volatilité des marchés. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans une instabilité politique alimentée par des revirements de leurs dirigeants, l'Europe commence à incarner une alternative crédible aux yeux des marchés. Les investisseurs devront donc s'adapter à un environnement économique de plus en plus complexe et incertain.
Je tiens à remercier Denis Canfou, Pierre Bismuth, Nicolas Brice et Nicolas Budin pour leurs analyses approfondies sur les plus grandes tendances de marché de mars 2025. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode où on fera le point sur les marchés et sur les tendances à suivre. À bientôt. Ce podcast ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement de quelque instrument financier que ce soit. Les références à des valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont dans un but unique d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs. Les analyses mentionnées dans ce podcast représentent le point de vue de Myria Asset Management quant aux tendances des marchés financiers qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après la lecture de l'ensemble de la documentation réglementaire des fonds tenue en permanence sur notre site internet qui détaille notamment les principaux risques de l'investissement, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. L'écoute de ce podcast ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et votre situation. Et enfin, les performances passées ne préjugent pas les performances futures.